Les qualités d'un CEO il y a 30 ans ne peuvent pas fonctionner aujourd'hui. Moi, ma discipline, c'est faire en sorte de m'intéresser à plein de sujets. Quand tu accèdes à des fonctions assez rapidement en plus de direction, finalement tu te dis pourquoi pas moi. La première chose, c'est de s'accompagner des bonnes personnes. À un moment, on ne peut pas être bon dans tous les domaines et il faut avoir les meilleurs en dessous de soi. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Sibilo, un dirigeant au parcours aussi riche que varié qui a navigué entre multinationales, start-up et maintenant une entreprise patrimoniale française iconique. Après avoir dirigé Savencia aux États-Unis, piloté Bonduelle en Europe, puis tenté l'aventure de l'agriculture urbaine avec Agricool, il est aujourd'hui à la tête de Saint-Hubert, la marque centenaire qui a su se réinventer autour du végétal et de la nutrition positive. Il incarne un leadership exigeant mais profondément humain, ancré dans l'action et l'impact. Je suis très heureux de le recevoir. Salut Jean-Christophe. Bonjour Arnaud. Dans ce podcast, on parle de leadership, on parle de la vision des dirigeants, mais j'aime bien commencer par le début. Donc, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, où tu es né ? Je suis né dans une petite ville de province à Saumur. Ça a marqué mon parcours puisque j'ai grandi dans une famille de milieu social intermédiaire, mère institutrice, père ingénieur, et puis beaucoup d'agriculteurs, d'ouvriers dans ma famille. Donc ça m'a amené à beaucoup d'accessibilité et de simplicité dans mon rapport aux autres. J'ai fait un parcours dans l'école publique, dans des zones sensibles, donc avec vraiment un lien direct avec la mixité sociale. Et ça nourrit vraiment qui je suis aujourd'hui. Beaucoup de simplicité dans les échanges, beaucoup d'authenticité. Tu es diplômé de l'ESSEC, je crois. Oui, j'ai fait tardivement, j'ai pas mal galéré dans les études. Qu'est-ce qui t'amène à faire des études de management En fait, je n'avais pas vraiment d'idée de vocation de ce que je voulais faire. Comme j'étais dans un milieu qui était assez peu ancré dans le milieu des affaires, c'est vrai que j'avais peu d'idées de ce que je voulais faire dans la vie. Donc j'ai pas mal erré. J'ai fait un peu d'études de pharmacie, des études en biotechnologie par goût pour les sciences. Et c'est tardivement que je me suis orienté sur le business. Et donc où j'ai fini à l'ESSEC pour m'orienter sur le marketing. Ton premier job ? Mon premier job, c'était chez Savencia, qui s'appelait historiquement le groupe Bongrain, qui est un groupe principalement fromager, mais laitier. Il y a aussi Elévir, mais autrement dans les marques fromagères, beaucoup de marques connues du grand public, comme Caprice des Dieux, Cœur de Lion, Tartare, Saint-Moré, Saint-Agur. Un groupe qui a une vraie singularité. Avec une très très grande richesse de marques, très attachée à la qualité, au savoir-faire fromager. Et ce qui m'a attiré, c'est à la fois le secteur d'activité. Le marketing est très riche dans le domaine du fromage. Ça appelle à beaucoup de connaissances produits, beaucoup d'ancrage sur l'histoire, sur la tradition, et en même temps des marques fortes qui jouent beaucoup sur l'émotionnel. Donc je trouvais ça très passionnant. Et puis j'ai décidé de rentrer dans un groupe qui était très décentralisé à l'époque, qui fait que globalement chaque chef de produit était un petit chef d'orchestre pour simplifier les choses, avec la main sur l'ensemble des leviers par comparaison avec les groupes anglo-saxons où tout est très segmenté, très cloisonné dans les responsabilités. Donc c'est très 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 formateur. Tu as travaillé dans divers environnements, tu as passé pas mal de temps aux États-Unis, tu avais une volonté de tout âge, de l'international, c'est une opportunité Alors pas du tout, ça m'est tombé dessus par hasard. J'aurais jamais imaginé même vivre à l'étranger. Faut imaginer que j'ai pris l'avion pour la première fois lors d'un stage après 20 ans, quand j'étais chez Danone. Donc vraiment j'étais dans un univers où quelque part la géographie se restreignait aux Pyrénées, quoi. T'avais un rêve ou qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Je me rappelle que je voulais être vétérinaire.
Et puis, en fait, ça s'est pas réalisé parce que je sais même plus pourquoi, en fait, mais c'était le rapport à la nature, le rapport aux sciences de la vie qui m'intéressait vers le métier de vétérinaire. Et l'agroalimentaire, quelque part, ramène aussi au vivant. On a un rapport à l'agriculture, à la matière première, qui est très important dans la qualité du produit, dans ce que l'on vend. Et puis ce que l'on mange, c'est notre santé. C'est quelque part un acte au quotidien. Ça nous rapproche énormément des marques que l'on consomme. Et je me suis retrouvé tardivement passionné par ce milieu. C'est quoi le job d'un marketeur et la particularité du marketing dans ce secteur? Alors, notamment à l'époque que tu as commencé, après je te poserai la question de comment ça a évolué, parce que je pense que ça peut être intéressant. Ça a beaucoup évolué en effet, ça a beaucoup évolué. La particularité, c'est de devoir faire appel aux deux cerveaux. Il faut à la fois être très analytique dans ce secteur d'activité où quelque part les marges sont très faibles. Où la rentabilité d'une entreprise et d'une marque tient à la capacité à la fois recruter mais retenir les consommateurs dans un milieu très exigeant, très compétitif et où passer du caddie du consommateur aux oubliettes se fait très facilement. Donc ça nécessite beaucoup d'exigences dans l'analyse de la situation, dans la capacité à comprendre ce qui se passe et activer les bons leviers. Et en même temps, ça demande beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition, cette capacité à s'incarner dans la tête du consommateur. C'est un peu ce que j'utilise comme expression vis-à-vis de mes collaborateurs. La capacité à se mettre à la place d'eux plutôt que de rester figé sur les chiffres et l'analyse. Un peu une démarche ethnographique par rapport aux produits. C'est des produits du quotidien et donc c'est très important de comprendre pourquoi ils s'inscrivent dans le quotidien et pourquoi par moment ça ne fonctionne pas et quels sont les freins, quelles sont les frustrations des consommateurs et comment on peut y répondre. À quel moment dans ta carrière tu as commencé à avoir des responsabilités, à gérer des équipes? Très tôt. Ouais. J'ai eu la chance je pense réellement qu'une carrière se fait beaucoup aussi avec les signes du destin et les rencontres. Et j'ai eu la chance d'avoir des directeurs généraux et des patrons qui ont cru en moi, malgré mon côté anticonformiste, ma formation un peu atypique, et qui ont pris des vrais paris. Et donc je me suis retrouvé à commencer à diriger une équipe au bout de 2 ans et très rapidement à monter dans les fonctions marketing et commerciales. J'ai jamais calculé, jamais eu de plan de carrière. À titre d'illustration, quand je suis arrivé dans mon premier poste, j'ai été assistant chef de produit, j'avais été recruté pour lancer une gamme de produits italiens. J'avais des collègues qui étaient plus seniors que moi, qui géraient des marques, Tartare, Saint-Moret, Chavroux, Petit Louis, c'était un peu mon rêve d'ailleurs. Et moi, j'étais un peu le chef de produit orphelin, où j'avais juste une gamme à lancer, mais où il fallait tout démarrer. Je suis arrivé en juillet et il fallait présenter le budget au directeur général en septembre. Donc 3 mois intenses à analyser, à préparer le plan de lancement, etc. Et en septembre, je me retrouve devant le directeur général. C'était déjà pour moi quelque chose d'assez impressionnant. Et en fait, j'ai recommandé de ne pas lancer, d'arrêter. Donc voilà, ça c'est un peu ce que je suis, c'est-à-dire je ne calcule pas. J'avais un peu scié la branche sur laquelle j'étais, puisque c'était la raison d'être de ce poste, en expliquant pourquoi je pensais que c'était une erreur de lancer. Et puis on m'a confié autre chose et j'ai rebondi très vite sur d'autres responsabilités, de manière accélérée. Mais voilà, je n'ai pas de calcul dans ma manière de penser. Je raisonne toujours sur le temps long. Souvent, les chefs de produit, mais les directeurs généraux aussi, ont tendance à... un peu à la manière d'un politique qui a toujours la pression de la prochaine élection, ont tendance à calculer par rapport aux résultats immédiats, par rapport à ce que ça peut leur apporter pour le coup d'après. Alors que je pense réellement qu'on peut faire avancer les entreprises et la société en acceptant de prendre des positions pour un temps long. Comme par exemple le forestier peut le faire en décidant d'investir sur... un horizon de 40-50 ans dont il ne bénéficiera jamais. Je voulais qu'on revienne aux États-Unis. Pourquoi tu pars alors finalement? Alors je pars après une carrière en marketing commercial chez Savencia, des postes de direction. Et à ce moment-là,
je me dis que tiens, j'ai envie de voir qu'autre chose, vraiment. Besoin de m'exposer à une nouvelle culture, d'autres problématiques de marché. Je suis sollicité à l'extérieur et j'accepte un poste sur quelque chose de radicalement différent, dans un secteur différent. Et j'en informe donc ma direction générale. Là, j'ai plusieurs sollicitations, plusieurs propositions pour rester, et puis au final je fais un dîner avec le chairman du groupe, Alex Bongrain, le fils du fondateur, et qui me propose de partir aux États-Unis pour me retenir, bien sûr, et de prendre la direction de la filiale aux États-Unis, qui avait 35-40 ans d'existence dans le groupe, qui avait toujours été très rentable, mais qui était depuis 2-3 ans enfoncé dans une crise qui l'amenait à commencer à perdre de la rentabilité, ce qui était complètement atypique. Et c'est une entreprise qui avait toujours été dirigée par des CEO américains. Donc le truc assez exceptionnel dans la proposition, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais, puisque j'avais pas du tout de parcours international et je parlais très très mal l'anglais. Donc voilà, donc j'étais à milieu d'imaginer même l'idée de partir à l'international, et encore moins aux États-Unis. Mais le poste était hyper enthousiasmant, l'enjeu était juste génial. Un poste de CEO dans un contexte très autonome, puisque loin du siège, avec un business complètement standalone, avec les opérations, l'industrie, la supply chain, et puis dans un marché, le rêve américain, quoi. Donc j'ai pas pensé aux risques, aux challenges, aux difficultés, la langue, etc. Je me suis dit, on vit qu'une fois, quoi. À tel point que les 2 premières années, je me disais peut-être que je resterais toute ma vie. Et je rejoins ce que tu dis, c'est un choc. Après, j'avais un peu l'insouciance de la jeunesse. Aussi, un track record, j'étais un peu sur une trajectoire satellisée qui fait que j'avais une assurance incroyable. Et le groupe m'avait payé un AMP programme, donc j'avais le choix entre Harvard ou Wharton. J'ai pris Wharton parce que ça me permettait en même temps de chercher mon logement, puisque c'est à l'université de Pennsylvanie. Et puis Wharton, c'est le top en termes de finances. Et ça a été une expérience géniale. C'est-à-dire que pendant 5 semaines, 7 jours sur 7, tu bosses avec 60 personnes venues du monde entier, qui sont tous des CEO ou à la porte du poste de CEO dans des grandes organisations. Et pendant 5 semaines, on travaille ensemble, on vit ensemble, avec des mélanges de cultures de l'ensemble des continents, et puis surtout une formation des intervenants, le top de ce qu'on peut imaginer. Alors très intense, mais par contre les conditions idéales pour préparer mon arrivée au poste de CEO quelques semaines plus tard. Oui, parce que c'était la première fois que tu avais les fonctions de CEO. Ouais. C'était un gros pari je parlais des paris qu'ont pris mes boss, mais c'était un gros pari. C'est-à-dire qu'à la fois, premier poste de CEO, internationalisation, marché radicalement différent, contexte de crise, et en plus, je ne maîtrise pas la langue. Donc, je me rappelle du directeur des ressources humaines du groupe à l'époque, quand il a eu à gérer mon cas après avoir rencontré Alex, qui m'avait proposé de prendre le poste, et lui il devait gérer tous les aspects préparation et technique pour que ça se passe bien. Clairement, ils l'ont fait parce que c'était ça où je partais. Et, je suis pas naïf. Je pense que c'est toujours dans les situations un peu extrêmes que l'on est amené à prendre des risques, et puis finalement potentiellement à faire les meilleurs coups. C'est le cas aussi dans le cadre du business. J'ai travaillé à plusieurs reprises sur des retournements de situation, sur des gestions de crise, ou des transformations, et puis finalement, c'est toujours quand on n'a plus le choix que l'entreprise, les actionnaires sont prêts à prendre des paris et accepter des choses qu'ils n'auraient jamais acceptées autrement, et qui permettent justement de sortir d'une situation délicate pour démarrer une nouvelle histoire. Mais oui, c'était quand même un pari pour eux. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus frappant entre ton poste d'avant et le poste de CEO, quoi ? Alors bon, bien sûr, il y a la diversité de ce que tu touches dans une journée de travail, surtout dans un business standalone où tu as pas simplement le business, mais où tu as toutes les manettes et tu es sur un full PNL. Tu traites une richesse de sujets
Tu n'es plus un expert, tu dois être absolument un généraliste. Et en même temps, sans être expert de chaque fonction, tu dois avoir une capacité à être un coach, un partenaire pour tes collaborateurs. Qui eux sont spécialistes. Mais moi j'ai beaucoup appris justement. J'avais un directeur industriel qui était exceptionnel, qui était vraiment très très bon, un des meilleurs que j'ai eu aux États-Unis. C'était la première fois que j'avais à gérer l'industrie. Et j'ai énormément appris en le challengeant. Et lui, il m'a dit, j'ai énormément appris avec toi. Et c'est ça la beauté du management, c'est un moment, c'est d'arriver à se nourrir de son collaborateur et en même temps de lui apporter par la vision décentrée que tu peux apporter, par le challenge que tu peux lui amener, qui fait que lui aussi est challengé, va essayer d'aller sortir des nouvelles solutions, va éviter la facilité. Et c'est vrai que la première chose, c'est de s'accompagner des bonnes personnes. C'est un moment, on ne peut pas être bon dans tous les domaines, et il faut avoir les meilleurs en dessous de soi. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais des problématiques sur cette boîte dans tous les domaines. Sur le domaine commercial, j'avais tout à revoir. Toute l'organisation, le fonctionnement, il y avait de fond en comble. J'ai recruté un directeur commercial qui avait eu avant des fonctions de directeur de business unit d'une grosse boîte aux États-Unis, donc qui avait accepté de prendre un niveau un peu en dessous par rapport à l'enjeu que je lui ai vendu, le défi. Les Américains sont très joueurs, ils adorent le challenge. Mais voilà, j'ai recruté quelqu'un qui était au-dessus de moi en termes d'expérience, de compétences, et que je payais plus cher que moi, qui était CEO. Faut pas hésiter un moment à prendre les meilleurs. Là, d'aller chercher quelqu'un payé plus cher que toi pour transformer l'entreprise, fallait quand même un peu d'audace pour faire ça. Mais je pense qu'aussi ça nécessite d'être détaché du souci de reconnaissance ou faut avoir un certain détachement par rapport aux choses. Auparavant, quand j'étais en France, à 2 reprises, j'ai eu l'occasion de devenir le patron de mon ancien patron. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est une expérience qui te façonne et qui apprend, parce que quelque part, la manière un peu archaïque, traditionnelle et caricaturale de manager, ça ne fonctionne pas. Il faut être capable de faire appel à d'autres ressorts. Et le premier, d'ailleurs, dont j'ai pris le poste, mais c'était un peu de manière forcée dans une situation de crise, et on me l'a proposé, je l'ai bien sûr accepté. Quand je suis devenu son boss, ça s'est très bien passé, et aujourd'hui on est toujours copains. Voilà. Mais ça nécessite un rapport au pouvoir désintéressé et au service du collectif, quoi. À quel moment est-ce que tu t'es dit c'est pour le pouvoir, c'est pour l'ego, c'est pour la reconnaissance, c'est pour le défi, qu'est-ce qui t'anime encore aujourd'hui Alors ça n'a jamais été pour le pouvoir, parce que j'y pensais pas, de par mes origines, et puis par rapport à... J'étais toujours dans une vision du coup d'après, mais c'est tout, quoi. J'étais motivé par ce que je voyais au-dessus de moi, la valeur d'exemple des personnes qui avaient des postes plus intéressants, etc., où je me disais ça serait génial si je pouvais avoir ça, mais je voyais pas plus loin. Et puis à un moment, quand tu accèdes à des fonctions assez rapidement en plus de direction, de comité de direction, finalement tu te dis pourquoi pas moi. Et ce qui m'a motivé, c'est la richesse, l'intérêt intellectuel, l'intérêt managérial d'un poste de direction générale. Vraiment le côté stimulant, le côté challengeant, stimulant, éviter la routine. Dans mon mode de fonctionnement, je challenge énormément le statut. Je cherche à aller plus loin que l'existant. Je cherche à comprendre les choses pour aller apporter des nouvelles opportunités. Et dans tous les domaines. Et il n'y a pas de poste plus idéal que la direction générale pour avoir ce côté entrepreneur. Je voulais qu'on parle aussi de ton parcours entrepreneurial, parce que je disais en introduction, tu as un parcours très, très varié. Donc tu as entrepris. Pourquoi vouloir entreprendre ?
J'ai pas entrepris au sens entrepreneur du terme, puisque j'ai décidé de reprendre une start-up. J'ai pas fondé. Ça s'est fait un peu comme les États-Unis. Ça m'est tombé dessus de manière complètement inattendue. De manière très honnête, on me l'aurait proposé quelques années auparavant, je l'aurais refusé. Parce que j'étais dans un parcours assez caricatural, c'est-à-dire que le parcours grand groupe multinational, finalement le coup d'après, il faut forcément gérer plus de chiffre d'affaires ou avoir plus de personnes sous sa responsabilité. Autrement, ça voulait dire que tu étais en situation d'échec. Retour en arrière. Et j'étais à un moment dans ma carrière où finalement on finit par avoir un certain détachement de tout ça. T'as l'impression d'avoir coché des cases. Voilà, comme ça. exactement. Et où... quand on m'a proposé ça, ce que j'ai vu, c'est surtout l'intérêt d'abord ce milieu de la start-up qui fascine dans le monde des grandes entreprises. Pourquoi ça fonctionne, pourquoi cette énergie créatrice, pourquoi ils arrivent à faire ça, pourquoi ils arrivent à faire ça et nous on n'y arrive pas, pourquoi ils sont si rapides. Et donc on essaye par l'acquisition de start-up, par des alliances, d'intégrer un peu ce savoir, mais c'est toujours un peu externe. Et je me suis dit, bah tiens, aller voir de l'intérieur, aller s'y frotter, ça peut être une expérience passionnante. Remonter les manches aussi, après avoir eu chez Bonduelle, j'étais directeur général Europe, j'avais 5000 collaborateurs sous ma responsabilité, sur une trentaine de pays, de l'industrie lourde. Donc forcément, il y a des strates hiérarchiques qui vous éloignent du terrain, même si je suis quelqu'un qui est profondément attaché au terrain et j'y allais beaucoup. Mais on n'est plus dans l'opérationnel, on est dans du corporate. Et donc, il y avait aussi et c'était un challenge de me dire, est-ce que je suis encore capable de me frotter à l'opérationnel? Est-ce que je suis encore capable d'accepter de redescendre de mon piédestal et de me confronter à des problématiques très, très quotidiennes et très courantes? Cette expérience de start-up, qu'est-ce que ça t'a le plus apporté là aujourd'hui? D'abord, on parle beaucoup, on en parle énormément de changement générationnel, de l'évolution du rapport au travail, et d'autant plus après le Covid. Et cette expérience, je l'ai fait après le Covid. Et en effet, il y a un rapport au travail et donc des ressorts de motivation qui sont radicalement différents de ce que j'ai connu quand j'étais jeune, moi, quand j'étais dans des positions similaires. Je me rappelle qu'à l'époque, on n'hésitait pas, on avait une business review à faire, à bosser jusqu'à 3h du matin, et avec enthousiasme, on ne le faisait pas dans la souffrance, on s'éclatait, on avait à boire, à manger, on déconnait, etc. Enfin voilà, puis il y avait un côté de challenge. C'est impossible de demander ça aujourd'hui. C'est-à-dire que le rapport au travail a radicalement changé, et on me le demande pas, je le faisais naturellement. La manière de travailler, le rapport à l'entreprise, l'équilibre personnel, professionnel, beaucoup de choses ont profondément changé, et puis le digital a accéléré aussi, la manière de travailler, les choses, le cycle, les cycles de process, les cycles de projet. Donc tout a complètement changé, et quelque part, même si je le voyais à mon niveau, dans mes fonctions préalables, le fait d'être en prise directe permet de beaucoup mieux comprendre pourquoi et comment. Et comment on peut mieux s'adapter à motiver aussi les personnes en adaptant son style. Parce que finalement, ce qu'on a appris, ce que nous a façonné ne marche plus. Et puis après, la deuxième chose, bien sûr, ce qui a été très enrichissant dans l'univers de start-up, c'est que là, je me suis confronté à l'univers financier. Le capital investissement, les fonds, les banques, et ça c'était quelque chose de nouveau, puisque chez Bonduelle, j'étais dans un fonctionnement, un groupe qui est très décentralisé, donc j'avais toutes les manettes de l'industrie, de l'agro, des achats, etc. Mais par contre, comme dans tout groupe, la finance, c'est le CEO du groupe et puis avec le directeur de gestion financier. Donc c'est quelque chose qu'on ne touche pas quand on est dans les grands groupes, sauf à finir au dernier échelon. Et ça, on touche à un autre monde. Quelque chose aussi de passionnant, et puis qui est indispensable quand on veut finir par franchir la dernière marche d'une présidence. Alors justement, si on en vient à Saint-Hubert, avant de parler de l'entreprise, qu'est-ce qui t'amène là? Alors j'avais fait mon expérience de start-up qui s'est écourtée par rapport à ce que je savais qu'il y avait un risque, mais donc qui s'est écourtée faute de business model suffisamment solide, et donc j'ai géré la fin de
de l'histoire avec les actionnaires. J'ai aussi en parallèle monté ma société de conseil. Et j'ai fait pas mal de conseils à la fois pour Bonduel, où je suis revenu en consultant pour les aider sur une problématique aux États-Unis, bien sûr, à la demande de Christophe, le président. Et puis beaucoup d'interventions pour des entreprises riches et variées dans différents domaines. Ça m'a amené à avoir pas mal de contacts et puis par ricochet l'ancien président de Saint-Hubert m'a appelé. Il y avait 2 personnes dans notre network en commun qui lui ont conseillé mon nom pour venir à la fois lui succéder à la présidence et reprendre la direction générale dans un contexte assez particulier avec un LBO qui avait été initié par des actionnaires chinois quelques années auparavant mais qui se passait mal. Donc il y avait ça a marqué quand même mon parcours, je me rends compte quand je le dis, je suis souvent arrivé dans des situations soit de nécessité de relance ou de retournement de situation, soit dans des besoins de transformation. C'était le cas chez Bonduel. Et bon, comme souvent, ce qui m'a intéressé, c'est le challenge. C'est une boîte avec une vraie singularité, un historique incroyable, 120 ans d'existence, une boîte qui a été pionnière dans plein de domaines à différents moments de son époque, qui a été la première à lancer les laits UHT en Tetra Pak en Europe, qui a introduit les probiotiques avec les yaourts BA, les yaourts bleus en France, avant que Danone ensuite ne suive avec Bio, Actimel, Activia, etc. Voilà, une entreprise qui a une vraie mentalité de pionnier, un historique incroyable et avec des marques, Saint-Hubert, Vallée en Italie, leaders sur leur marché, mais avec un potentiel vraiment de s'inscrire dans l'évolution de la diète alimentaire, donc plus de végétalisation sur l'univers de la crèmerie. Donc j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Mais avec un challenge court terme. Quelle était ton ambition en fait quand tu arrives au-delà de la situation de retournement, mais là aujourd'hui, où est-ce que tu veux l'emmener cette entreprise? C'est une entreprise qui a, je vais aller directement sur la vision. Notre vision, c'est de donner vie à une crèmerie d'avenir. On a, de par la spécificité, la singularité de notre marque, notre savoir-faire, on a la capacité à initier des nouvelles activités avec un vrai impact environnemental et humain sur la santé dans d'autres segments de la crèmerie que celui où on est. Donc vraiment de déployer la marque globalement sur d'autres segments de marché. Aujourd'hui, Saint-Hubert, quand on regarde en volume, Saint-Hubert est la première marque achetée du rayon des corps gras, donc beurre et margarine, devant Président, devant Elévire. Donc voilà, on a l'impression que c'est un petit marché, mais en fait en acte d'achat, on vend une barquette de Saint-Hubert Oméga 3 par seconde. C'est vraiment un produit du quotidien, c'est une marque qui a une très très grosse notoriété, qui est ancrée, et qui a un territoire qui l'autorise à aller sur d'autres produits. Ouais. Sociétalement, environnementalement, on va être obligé de changer radicalement notre manière de consommer. On n'a pas le choix, ça va se faire. Alors on a du mal à le faire parce que il y a le quotidien, la réalité du quotidien, c'est-à-dire le portefeuille, l'arbitrage du portefeuille, la pression des clients qui ne veulent pas forcément prendre en compte les budgets nécessaires à la transition alimentaire, à la RSE. Il y a tout un tas de choses qui font qu'il y a des freins, il y a de l'inertie. Mais de toute façon, structurellement, on n'a pas le choix. Ça va s'accélérer dans les 10-15 années qui viennent. J'ai inscrit l'entreprise dans le parcours de la CEC, je ne sais pas si tu connais, qui est la Convention des entreprises pour le climat, qui est un collectif engagé pour justement réfléchir à comment on s'inscrit dans un futur régénératif et comment, en tant que patron, on trouve les ressorts et le courage pour prendre des décisions sur du temps long, tout en conciliant cela avec les réalités du quotidien et les impératifs économiques. Tu avais une conscience écologique, toi, à titre personnel? Tu te qualifies d'engagé ou de militant? Pas du tout, je l'ai eu tardivement. Je l'ai eu tardivement et je pense qu'il faut être honnête, très peu de personnes l'avaient. Il y a 20-30 ans, les écologistes, on les prenait pour des uberlus.
Dans le business, les seules choses qui comptaient, les seuls paramètres, les seuls KPI que l'on regardait, c'était les aspects économiques. C'était les aspects économiques. Et en fait, ce qui m'a donné cette conscience, qui a commencé à me donner cette conscience, c'est ma fille aînée, qui a fait des stages avant enfin, ce n'est pas des stages. Je lui ai fait faire un parcours en entreprise aux États-Unis dans plein de fonctions pour voir dans quoi elle avait envie de bosser, pour savoir comment elle allait s'orienter. Et puis en fait, elle a fait un peu elle a visité toutes les fonctions, il n'y a rien qui l'intéressait. Et j'ai fini par l'envoyer pendant 2 jours dans une très grosse entreprise américaine dont un copain était le CEO et qui avait des fonctions que je n'avais pas, dont la RSE. Et elle est revenue, elle m'a dit papa, ça y est, je sais ce que je veux faire. Et une vraie passion, un vrai engagement, etc. C'est là où j'ai découvert vraiment ce qu'était la RSE. Et puis, bon, il y a aussi l'évolution de la société où on a commencé à parler de la RSE, etc. Mais c'est venu très, très tardivement pour moi. Et en même temps, c'est une vraie prise de conscience. J'ai vécu jusqu'à 20 ans dans les petites villes de province. Le rapport à la nature est important pour moi et je perçois à quel point le lien s'est distendu. À la CEC, il y a eu une expérience qui m'a marqué. À un moment, on nous met dans une pièce noire et puis on entend des bruits de la nature, mais des bruits d'il y a 20-30 ans. Et j'ai reconnu des bruits de mon jardin d'enfance, les oiseaux, les grenouilles, etc. etc. J'ai pris conscience que même si mon père, j'allais le revoir dans ce même jardin, ça a radicalement changé. Et de la chute de la biodiversité. Exactement. Ouais. Enfin, il y a plus de 50% des espèces d'oiseaux qui ont disparu en France en l'espace de 20 ans. Il y a plein de choses comme ça on parle beaucoup de la biodiversité, c'est les abeilles. Mais c'est une partie du problème. La première problématique de la perte de biodiversité, c'est tout ce que l'on ne voit pas qui est dans le sol. C'est les champignons, les microbes, les vers de terre, où on a appauvri les sols avec l'agriculture intensive, et qui est une vraie problématique. Donc la biodiversité, c'est un sujet global où on s'attache à ce que l'on voit et ce qui a un rapport émotionnel, c'est-à-dire les lions, enfin voilà, des choses qui sont marquantes, mais c'est une toute petite partie de la problématique. Et donc aujourd'hui, c'est au cœur de ta stratégie chez Saint-Hubert. D'abord, j'ai eu la chance de rejoindre une entreprise qui a été engagée très tôt sur ces sujets-là. Mon prédécesseur, Patrick Cahuzac, était avec beaucoup de conviction, était très engagé aussi sur ces sujets, était un précurseur. Et donc l'entreprise a développé une vraie conscience et une vraie responsabilité d'ailleurs qui fait partie des 4 valeurs fondamentales de l'entreprise, et dans la manière de voir les choses et de prendre des décisions. Et jamais en communiquant, c'est-à-dire on ne fait pas les choses pour le communiquer, mais en faisant. Ce qui est encore pour moi une des problématiques de la RSE, c'est-à-dire que la prise de conscience, je pense qu'aujourd'hui elle est assez largement partagée, même s'il y a des climato-sceptiques, dont certains qui ont les plus grosses responsabilités dans le monde, mais trop souvent il y a encore du cynisme ou de la facilité de la part des dirigeants d'entreprise, où on va directement aux solutions évidentes parce que ça permet de cocher des cases dans les rapports de développement durable, alors que c'est potentiellement les solutions mises en œuvre sont pires que le problème initial. C'est quelque chose qui amène, enfin c'est très systémique, le sujet de la pollution, du climat, etc. Et tout est lié, et donc c'est très complexe, et il faut se méfier des solutions immédiates, toutes faites, qui peuvent être rassurantes et facile, puisque ça permet de au moins dire bon voilà, je l'ai fait, c'est dans mon rapport, et puis faire des belles communications sur LinkedIn, mais qui font pas avancer le problème. Est-ce que tu es dans une phase de transformation? J'ai vu que tu avais pris des engagements très forts sur la réduction de votre trajectoire, de votre empreinte carbone. Ouais. Comment tu mènes tout ça en fait? En fait, comme le terrain est favorable, qu'il y a une vraie culture, un vrai terreau.
j'emploie des termes liés à l'agriculture et au food, ça c'est mon empreinte, mais comme il y a un vrai terreau favorable, il n'y a pas trop besoin de faire de travail de conviction, etc. Le vrai truc, c'est d'arriver à davantage processer la démarche, la rendre plus rationnelle, faire les bons choix, et plus efficace dans la gestion des projets. Donc appliquer la même rigueur de gestion de projet, de stratégie que sur les domaines économiques. Donc il y a des outils pour ça, les analyses de double matérialité, la feuille de route, avoir des KPI, organiser la gestion de projet, mais essentiellement c'est plus de mettre de la méthode, plus que d'essayer de convaincre et d'embarquer, puisque là le terrain était favorable. Donc une partie de la difficulté était déjà occultée, quoi. Si j'allais poser la question à tes collaborateurs, enfin le style de leadership Je suis très direct, très facile dans la communication, très accessible, mais en même temps très, très direct, très incisif. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, il faut décider vite, et un des pires... je dirais, un des pires défauts d'un CEO, c'est de ne pas décider, ou alors de changer, et donc de générer de l'instabilité. Dans un monde qui va très très vite, ne pas mettre en mouvement, c'est déjà perdre du terrain. Au niveau la difficulté du poste de CEO, je pense qu'il faut savoir réconcilier en fait trois choses qui sont a priori des injonctions contradictoires. Être un gestionnaire, parce qu'à un moment, il y a la réalité, comme tu le connais toi aussi, faut délivrer, faut repayer les salaires, il faut que l'argent rentre, etc. Faut de la performance, rembourser la dette, etc. Il faut savoir être un entrepreneur, c'est-à-dire être capable de prendre des initiatives en rupture qui vont permettre d'aller prendre les bons chemins de croissance, les bonnes opportunités, de faire mieux que la concurrence. Donc d'avoir cette vision d'initier des choses différentes avec cette vision rupturiste. Et puis, donc ça c'est le côté entrepreneur, et puis il y a le côté visionnaire. C'est-à-dire à un moment savoir où on va, savoir comment se donner une étoile du Nord qui inspire, qui embarque tout le monde, qui donne un cadre, et qui permette aussi dans cette nécessité de faire évoluer, de décarboner, de faire évoluer notre modèle économique vers un modèle plus vertueux, de se détacher un peu quand même de l'aspect gestionnaire. Et ces trois dimensions, elles ne sont pas faciles à réconcilier. C'est d'ailleurs aujourd'hui, je pense, la plus grosse difficulté du métier de DG, de CEO, de président. Je pense réellement qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile d'être CEO qu'il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, on devait être un bon gestionnaire. Les marchés étaient très stables, il y avait beaucoup moins de volatilité. Aujourd'hui, un CEO gère des crises multidimensionnelles. Quand tu arrives CEO, tu as un peu tendance à dire, bon, maintenant, où est-ce que je vais chercher de l'inspiration, de la formation, comment je me tiens à jour, et aujourd'hui, on dit, il y a la durabilité, il y a l'IA. Toi, quelles sont tes techniques ? En fait, comme tu le dis, quand on est dans un grand groupe, en fait, on se laisse porter. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir des formations passionnantes dans le domaine managérial, généraliste, leadership, enfin voilà. Et puis, quand on est CEO, le risque, c'est justement de s'ankyloser, quoi. On n'a plus de pression pour se former. Potentiellement, si on est dans un business standalone et plus dans des grands groupes, on n'a plus aussi la richesse des échanges avec des pairs, avec des hiérarchiques au-dessus. Donc, c'est une discipline. Moi, ma discipline, c'est la curiosité. C'est de faire en sorte de m'intéresser à plein de sujets, et de surtout pas rester que sur les sujets qui sont liés à mon business direct. C'est de rencontrer des personnes. C'est de me dégager de mon agenda du temps pour rencontrer des personnes dans différents contextes et des différents milieux professionnels. À chaque fois que je rencontre des personnes, et j'en ressors avec des nouvelles idées. Il y a aussi cette capacité à absorber les choses, de faire l'éponge. C'est-à-dire que pas simplement se contenter d'être curieux, mais cette notion d'incarnation du consommateur que j'évoquais tout à l'heure, c'est un peu cette
c'est la qualité d'ailleurs des grands publicitaires. Moi, j'ai travaillé par exemple avec Mercedes Serra. Je trouvais exceptionnelle sa capacité chez Mercedes, chez BETC Havas, à capturer l'énergie du temps, les mouvements sociétaux, ce qui évoluait dans la société, et les ressorts de motivation, d'émotion, etc. Et je pense réellement que c'est ce qui peut faire la différence entre un bon CEO et un très très bon CEO. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est être suffisamment ancré dans le quotidien pour capturer la réalité de la société, des consommateurs, et pas simplement être dans l'observation froide. Je pense que là, notre responsabilité, c'est quand même de faire que la société soit pérenne et qu'elle survive. Et pour faire ça, effectivement, il faut être dehors et pas rater une transformation ou un changement de tendance. C'est fondamental, et une des difficultés, c'est justement que comme on est confronté à des crises multidimensionnelles permanentes, on est en permanence dans nos fonctions ramenés à des injonctions du quotidien, à des besoins de prise de décision sur du temps court, sur de l'urgence, quand justement on doit donner un cap, être capable de définir un avenir durable dans les deux sens du terme, économiquement et puis environnementalement parlant. Et donc ça, c'est aussi compliqué. Et je pense qu'il faut être capable à la fois d'aller chercher à l'extérieur des sources d'inspiration et éviter aussi en interne de se retrouver trop aspiré en permanence sur le court terme. Moi, quand je suis arrivé dans des situations de crise et de nécessité de retournement à différents moments de ma vie, quand j'étais directeur marketing ou après sur des postes de DG, en fait, très souvent, les gens sont dans l'urgence, dans le stress, ils regardent à 1 mètre d'eux et l'analyse du problème est rarement la bonne. C'est-à-dire qu'on est confronté à des gens qui sont soit dans le déni, soit dans une vision très courte et très superficielle de la problématique, qui est rarement ce qui est en train de se passer venant de l'externe et qui a généré le facteur de rupture, mais qui a des racines beaucoup plus profondes liées à ce qui s'est passé dans les années précédentes et ce que l'entreprise a fait et ce qu'elle est. Et donc il y a cette exigence d'avoir un diagnostic de fond et pas simplement sur le court terme, mais aller voir globalement qu'est-ce qui s'est passé sur 10-15 ans pour comprendre d'où on vient, et c'est essentiel, comprendre d'où on vient pour savoir où on peut aller à travers vraiment ce qui fait nos forces et gommer ce qui nous a amené à dériver. Et là, c'est aussi une discipline importante de se dire, de ne pas tomber dans la facilité du diagnostic simple et superficiel qui ne peut pas apporter les bonnes réponses. Moi, pour un de mes enseignements sur les retournements de situation, des gestions de crise, c'est ça. C'est passer suffisamment de temps sur le diagnostic en remontant suffisamment loin, et puis aussi en renouvelant la connaissance du consommateur et du business. Parce que, d'autant plus sur les entreprises qui sont leaders, qui ont développé des positions importantes, à un moment, il y a un syndrome de l'expert qui pense savoir comment ça marche sur son marché et qui ne se remet pas en cause. Et très souvent, en imposant d'aller renouveler la connaissance consommateur, eh bien, on découvre que l'entreprise a perdu prise avec son marché par conviction, croyance enfermante, qui l'amène à lentement dériver. Sur la remise en cause, le doute, c'est des choses qui t'habitent ou t'es... Alors, je suis quelqu'un de hyper dynamique, donc j'ai une énergie qui se voit, qui peut donner l'impression que je suis stressé. Dans certaines situations, je peux l'être, comme tout le monde. J'ai vécu certains moments dans ma vie où j'ai eu un stress tellement important que dans le début de ma carrière, que je me suis dit, je ne suis pas sûr que je suis fait pour ce métier. Mais ça m'a aussi vacciné. Ça m'a donné la conviction par l'expérience que finalement, il n'y a aucun problème qui ne se résout pas avec le temps. Et ça permet de relativiser les choses. Après, ce qui est important, c'est... il est normal et il est vital, il est hyper important pour un CEO d'avoir des doutes.
c'est hyper dangereux pour un CEO de ne pas douter, de ne pas avoir le stress qui met en alerte, qui permet d'aller capter les signaux faibles et d'être très rapide sur les prises de décision et sur l'aptitude à capter les choses qui changent. Mais en même temps, le CEO doit être un absorbeur de stress. Personne n'a envie de suivre quelqu'un qui donne l'impression de ne pas savoir où il va, qui donne l'impression d'être anxieux. Je veux dire, dans l'armée, le général qui donne des signes de fébrilité, ça ne peut pas fonctionner. Alors, je me méfie des parallèles militaires parce que surtout dans le monde moderne, comme je le disais, avec les nouvelles générations, c'est pas forcément les bons ressorts de comparaison. Mais quand même, dans notre position, on doit être un absorbeur de stress. On doit montrer une certaine sérénité dans la tempête qui permet aux équipes de gagner en confiance et de se focaliser sur les bonnes choses. Comment tu as évolué, toi, dans ton leadership entre ton premier poste de CEO et le CEO que tu es aujourd'hui ? Je pense qu'avec l'expérience, on acquiert une certaine sérénité malgré tout. On est moins... les premiers postes de CEO, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. On le prend avec un enthousiasme hallucinant. On veut retourner la table. On est dans cette dynamique. Et une pression parce qu'il faut délivrer. Quoi. Voilà, et qui fait que y a un peu d'inconscience. Et avec l'expérience, il y a cette notion de détachement, plus de sérénité. Qui amène à gérer la fonction et le management de manière différente, avec un peu plus de recul, peut-être moins d'impulsivité. Je pense que le type de CEO senior ou junior, qu'est-ce qui est le mieux, c'est un faux problème. Je pense que c'est plus l'adéquation à un moment et un besoin dans une entreprise. Un profil de CEO très senior peut être tout à fait adéquat dans certaines situations, par rapport à certains besoins d'entreprise, par rapport à des transitions d'une situation A à une situation B. Quelqu'un qui a un profil plus fonceur peut être plus judicieux dans une autre situation. C'est d'ailleurs les très bons recruteurs, les très bons chasseurs, leur capacité première qui fait qu'ils sont bons, c'est pas d'aller chercher un profil technique, d'aller chercher quelqu'un qui coche toutes les cases. C'est de déceler le profil qui, en termes de personnalité, de skill set, va correspondre aux besoins de l'entreprise et à l'organisation qui est en place et comment cette personne va être complémentaire et va apporter réellement au collectif à l'instant T. Aux États-Unis, j'ai beaucoup appris de ça. Les Américains sont beaucoup moins... mettre beaucoup moins les gens dans des cases. On est très caricatural en France. On ose davantage aller chercher des profils atypiques, on ose davantage regarder avant tout les qualités humaines et les qualités de leadership avant de regarder les qualités d'expertise. On essaie de se rassurer avec des profils assez normés. Tu pourrais être CEO dans un autre secteur aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. C'est ça que je rebondis dessus, parce que c'est vrai qu'en France, même pour un dirigeant, je pensais te dire, à partir du moment où tu es dirigeant d'une boîte dans un secteur, à la rigueur, tu vas chez le concurrent, tu vas chez une plus grosse, etc. Ça, c'est le parcours. Alors que je pense que quand tu as été dirigeant de n'importe quelle boîte, France, tu peux prendre n'importe quelle boîte. Ouais, c'est le parcours caricatural en France, mais tout à fait. D'ailleurs, c'est pas une invitation à ceux qui écoutent, mais c'est un peu quand je regarde, j'ai fait un peu toutes les cases, y compris d'ailleurs des postes d'administrateurs qui, par rapport à la question de se former, et aussi une manière de se former, c'est de regarder de l'autre côté du miroir et d'avoir des postes d'administrateurs sur des boards qui permettent aussi de s'enrichir d'autres problématiques. Mais tout ça pour dire que j'ai cassé différentes cases, comme on l'a évoqué,
Il y en a une que j'ai pas cochée, c'est de sortir de mon domaine grande conso, produits alimentaires. Et encore une fois, avec la même philosophie de We Live Only Once. Si ça me venait comme opportunité, j'hésiterais pas. Parce que justement, je trouve que ça sera encore un nouveau défi passionnant. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'était un super épisode. J'espère que tu auras passé un bon moment. Et pour ceux qui nous écoutaient, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut Jean-Christophe. C'était un plaisir. Merci à nous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.